porte de l'épouvante. Pour cette première capsule que mon confrère ami Éric Gagnon et moi-même avons baptisé Aux portes de l'épouvante ou le cinéma d'horreur décortiqué, nous vous proposons l'un des premiers films nord-américains considérés comme possiblement l'initiateur du culte du vampirisme au cinéma. Oh yeah! Le film se nomme London After Midnight, un film de 1927 dont le réalisateur a été Todd Browning, qui déjà à l'époque avait bon nombre de films à son actif. Très connu d'ailleurs aussi. Très connu aussi également, issu des studios MGM. Un film qui originalement avait 1h09 de durée, mais dans sa version qui a été refaite à partir de photos, il n'y a que 45 minutes et je vous expliquerai pourquoi. Ça mettait en vedette, entre autres, Lon Chaney Senior, qui faisait les rôles du professeur et de l'inspecteur Edward Burke, ainsi que l'homme mystérieux en noir. Nous avions Marceline Day qui jouait le rôle de Lucille Balfour et Henry B. Walhall qui jouait le rôle de Sir James Hamlin. La dernière copie de London After Midnight a été détruite dans l'incendie d'une voûte de la MGM en 1965. Quelle tristesse. Effectivement. Et de là, on voit qu'à l'époque, l'archivage n'était peut-être pas nécessairement très une priorité. Oui, bien, ce qui arrive, c'est que la nitrate d'argent a une tendance à pogner en feu très facilement et très rapidement. inflammable. Oui. Ça prend vraiment la très, très bonne température. Et puis, c'est pas le seul film qui a été détruit comme ça, malheureusement. Non. Et on s'entend que dans les années 20, les voûtes n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire tempérées et ainsi de suite. Puis même dans les années 60. Ben oui, la preuve en est, effectivement. La plupart des compagnies de films ne voyaient pas tellement l'intérêt de protéger des films muets, parce qu'il n'y avait pas de marché à l'époque pour ça. Hein. Il n'y avait pas encore le DVD, il n'y avait pas encore le VHS, puis c'était pas quelque chose qui roulait bien dans les cinémas. Tout à fait. Donc, ce film n'existe plus, mais il a été reconstitué en 2002 à partir de quelques photos qui ont été trouvées, sauvegardées. C'est des photos promotionnelles pour la plupart. Il n'y a même pas de photos du film. Il y a 5 photos du film. Tu as entièrement raison. Ouais. Vas-y donc avec le synopsis, mon cher Éric. Bon, on va y aller de manière impromptue. Je vais prendre ma belle voix radiophonique. Faites donc. Non, ça ne me tente pas. Donc, synopsis. L'inspecteur Burke de Scotland Yard enquête sur le cas du richissime Roger Balfour, retrouvé mort dans sa demeure. Il est déclaré suicidé par la police, mais les doutes de son frère et de sa fille persistent au niveau de la véracité de la conclusion. 5 ans plus tard, la demeure Balfour est désormais abandonnée et laissée en ruine. Pourtant, dans la décrépite demeure Balfour, des lumières mystérieuses apparaissent. Un personnage étrange vient de s'y installer, accompagné d'une pâle jeune femme aux airs perdus et à l'allure fantomatique. Tous semblent convaincus que les occupants de la maison abandonnée sont des vampires et des monstres buveurs de sang. Tout à fait. Oh, terreur, horreur et panique. Mais c'est ce que nous voulions. C'est ce qu'on souhaite, effectivement. Je disais tout à l'heure que c'est considéré comme l'un des premiers films de vampirisme nord-américain, il faut bien spécifier. En fait, c'est possiblement le deuxième qui traite du vampirisme si on y va de façon internationale, parce que, bien entendu, en 1922, nous avions eu Nosferatu de F.W. Murnau. Ouais, qui n'a pas tellement circulé cependant, parce qu'il était tout de suite retiré et brûlé en grande. Oui, tout à fait. La veuve de Bram Stoker. Ah oui? Oui, elle était très, très, très contre le film en disant « Hey, ça c'est complètement piqué à Dracula, cette histoire-là. Qu'on retire toutes les copies et qu'on les détruise. » Ah, bon, la tu vois, vilaine. c'est un détail que je ne savais pas. La vilaine. Par contre, il y a eu un premier film de vampirisme qui a été produit en 1915 qui avait le titre de The Afterlife Wanderer. Un documentaire, je crois. Je pourrais pas Mais c'est un film russe qui a évidemment aucune distribution proprement dite, ou proprement de publicité. Moi, je ne l'ai jamais vu. Jamais entendu parler non plus. J'ai aucune idée de ce que c'est. Et est-ce qu'il existe encore seulement? Je ne le sais pas plus. Mais bon, ce serait le premier film qui s'adresserait au mythe du vampirisme. Oui. Bon, ben c'est excellent à savoir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de bon sur le film? Qu'on n'a pas vu. Qu'on n'a pas vu et qu'on verra probablement jamais, même si on croit, selon Daniel Titley, qui est l'expert vivant sur ce film-là. Il demeure très optimiste quant au fait qu'on retrouve le film. C'est surprenant. Il y aurait possiblement quelques copies qui seraient en Amérique du Sud ou quelque chose du genre. Peut-être. Ce qui arrive, c'est que généralement, quand un film était traduit,
OK, dans les interstitiels, parce que c'est du muet. Oui. Ça, c'était moins de job à traduire un peu. Des copies en 16 mm étaient envoyées à l'étranger. C'est ce qui nous a permis, d'ailleurs, de retrouver le Metropolis de Fritz Lang en version complète, entre autres. Oui. Et c'est ce qui nous a permis de revoir aussi 10 minutes de The Lost World, qui est le premier film de dinosaure. Oui. Aussi, c'est à partir de copies de 16 mm. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui sortent de manière très régulière. Donc, lui, il disait qu'il était assez optimiste parce que le film a fait quand même aux États-Unis $1 million. Oui. C'est que ça a été très populaire. Donc, tout à fait. il reste, tu sais, là, ma foi, là, il pense qu'un jour, ça va être découvert. C'est possible. On le sait pas. Peut-être serons-nous morts. Peut-être aussi, mais il faut quand même tempérer cet optimisme-là parce que je vais te poser une colle épouvantable parce que je suis un être méchant, mauvais, mesquin. Et en plus, et vil. je pue. Tout à fait. D'ailleurs, on n'est pas dans la même pièce présentement. Non, c'est une chance. Scorsese estime à quel pourcentage le total de films muets disparus tournés avant 1929? D'après Martin Scorsese. Les films avant 1929, combien on en a perdu d'après toi en pourcentage? Écoute, je vais y aller de façon très... Non! Je vais quand même y aller. Ben, vas-y. De façon très gambler, entre guillemets. Je dirais un 80%. T'es proche anti-péché. Ah oui? C'est à 75%. Mais là, c'est sûr que c'est un chiffre qui sort de son derrière. Là. Oui, 75, mais quand même. c'est comme assez générique et pas précis, mais selon lui, ce serait 75% des films. Ce qui est plausible, selon moi. Ouais. Ça peut être très plausible. Définitivement. Tu savais que le film a fait scandale sur 3 points. Hein? Oui, effectivement, mais je te laisse les nommer. OK. Est-ce que tu savais, premièrement, que le film a été impliqué dans une cause de meurtre célèbre à l'époque? Non. En 1928, en Grande-Bretagne, il y a un monsieur qui s'appelait Robert Williams qui a tué une femme qui s'appelait Gillian Mangan. D'accord. Et il dit que c'est parce qu'il était en train de se promener un jour et qu'il était possédé par le personnage de Lon Chaney dans London After Midnight et qu'il l'a tué, cette femme-là. D'ailleurs, il a trépassé peu de temps après. The devil let me do it. Ben oui. C'est pas de ma faute. Non. Non, ça, je savais pas ce fait cocasse-là. Cocasse. C'est cocasse. La femme, elle n'a pas très ri, je te Elle n'a pas tellement apprécié. Mais il reste que c'est... Bon, avec le recul, oui, effectivement, je trouve que c'est un peu cocasse de dire ça. Je l'ai tué parce que j'étais possédé par Lon Chaney. Moi, j'avais déjà entendu aussi une histoire très amusante qu'un tueur pas un tueur en série, un tueur qui avait déjà assassiné quelqu'un qui était dans sa famille, une femme, je ne sais pas si c'était sa blonde ou sa mère, parce qu'il avait compris le message secret de Mary Poppins. Il a coupé la tête puis il l'a mis dans un conteneur à déchets. Pas de Mary Poppins, mais de la personne en question. Je savais qu'il y avait quelque chose en arrière de ce film-là. C'est pas honnête. Non. Elle vole, docteur. Ça se peut pas. En partant, ça se peut pas. Les autres points, Les autres points, c'est le film a été coupé pas mal dans le scénario. Ouais. Parce que, on parle de suicide. Ce Effectivement. qui était quelque chose que tu parlais pas du tout à Très l'époque. tabou. Puis il y a aussi là, un certain relent d'inceste qu'on voit à l'intérieur de la version novelisation, en tout cas du roman promotionnel qui est sorti à l'intérieur de ces années-là, qui a été écrit par Lucien Boisivon en français. Ah, d'accord. Ouais. Ah, oui. Et il y a un relent d'inceste qui existe entre deux personnages. Ah, bon, c'est un autre tabou, évidemment. Le film était à 1h30 au début, puis il a été coupé. Ça fait 2 tabous là, qui n'ont pas aidé. Et le dernier scandale, c'en est un qui est vraiment tout pragmatique. C'est, on pense que Lon Chaney aurait lorgné du côté de Jack Pierce pour son maquillage, parce que le maquillage ressemble étrangement à quelque chose que Jack Pierce était en train de développer à l'époque. C'est vrai? Ouais. The Man Who Laughs. Ah oui, OK. Ah ben oui. Puis, il y a eu quelques échanges quand même assez, assez virulents là, à ce moment-là. D'accord. Ah, ben ça, tu vois, c'est des points que je ne connaissais pas. En fait, je vais être honnête avec toi, j'ai jamais écouté aucun film d'horreur. Fait que... Ah, c'est bon. D'ailleurs, tu parles français de manière phonétique, tu comprends même pas la langue. Absolument pas. D'ailleurs, faut que tu me le mimes, ce que tu me dis au fur et à mesure. Ah, c'est ce que je fais d'ailleurs depuis tout à l'heure. De mon côté, moi, j'aimerais amener un aspect au niveau de London After Midnight lors de sa sortie en salle à l'époque. Parce que tu sais, je suis persuadé que tu le sais, qu'à cette époque-là, le cinéma d'horreur n'avait pas encore énormément d'historique ou quasiment pas. Non, c'était un genre qui était très jeune. On avait eu le très court film de Thomas Edison sur Frankenstein, qui est un autre film muet, qui, lui, existe toujours, par contre, du moins en partie, mais qui était, somme toute, je dirais, très théâtral et très peu... C'était très court pour commencer. Très court. Lorsque London After Midnight était présenté pour les premières fois au grand public, ça l'a choqué les gens. Parce que
remontons à cette époque. Ce qui était présenté, généralement, comme type de film, c'était plus du divertissement grand public, dit familial, si on veut, ou peu importe. Alors que là, on arrivait avec un sujet qui était beaucoup plus sombre, beaucoup plus dur pour l'époque. Et le film a été comme, je dirais pas boudé, mais... Il était mal reçu. Il était mal reçu. Les critiques n'en ont pas fait de critiques très dithyrambiques. Au contraire, ils ont dit, pour la plupart, que c'était une perte de pellicule, un gaspillage de pellicule inutile pour amener cette histoire-là qui, en bout de ligne, n'amenait rien de plus aux spectateurs. Ben, le scénario est assez alambiqué, d'ailleurs, et on sent qu'il y a eu du coupage. Il y a eu beaucoup de coupage et de recoupage, effectivement. D'origine... Comme tu l'as dit, il devait avoir une durée d'1h30, mais en fait, il devait y avoir certaines scènes qui étaient un petit peu plus, entre guillemets, dures, mais qu'elles ont été recoupées au prévisionnage dès le départ, parce qu'on dit, non, ça passera pas, la censure va te frapper dessus à bras raccourcis. En pré-prod, oui. Et les gens n'apprécieront pas. Donc, on l'a rendu beaucoup plus soft, si vous me passez l'expression, pour en arriver à un film qui pouvait être présentable. Et tu sais qu'en 1931, soit 4 ans plus tard, c'était la présentation de Dracula avec Bela Lugosi, qui a eu aussi, en fait, là, c'était plus partagé, on avait beaucoup aimé ou pas du tout. Oui. Parce que ceux qui n'avaient pas aimé, c'est pas qu'ils trouvaient que le film était mauvais, c'est qu'ils avaient peur. Ils avaient peur. C'est difficile à croire, mais oui, effectivement. Effectivement. Puis, c'était le précurseur de cette espèce de malaisance-là, était effectivement London After Midnight. Mais London After Midnight, j'en ai déjà parlé aussi, parce que des fois, on se parle en dehors des émissions. Pas souvent, parce que ça finit toujours par des batailles épouvantables. C'est tellement agréable. Bon, oui. C'était à la base, simplement à cause que Todd Browning, chez MGM, n'était pas capable d'avoir les droits de Dracula. Donc, c'est vrai. Qui était là, une pièce de théâtre qui faisait un tabac épouvantable aux États-Unis et en Angleterre. Donc, il s'est dit, comment être quelqu'un de très honnête et de repiquer finalement l'idée du vampire et de la mettre à la sauce pour que ce soit différent. C'est qu'il est allé chercher une autre mode qui était l'hypnose. Parce que le film, à l'origine, s'appelait The Hypnotist. C'est vrai. Tu as raison. Mais c'était quand même relativement intelligent de sa part, de Browning, de passer par une voie de desserte, si on veut, pour en arriver un peu à ses fins. Parce qu'effectivement, le roman de Stoker était un roman sacro-saint protégé au niveau des droits d'auteur. Elle était très, très, très... la veuve était très vorace. C'était incroyable. D'ailleurs, en fait, on s'entend qu'elle l'était même beaucoup trop par moment. Oui, c'est sûr. Et c'était pas nécessairement une femme d'affaires accomplie, parce qu'elle aurait compris beaucoup plus rapidement qu'elle pouvait, en accordant des droits, devenir encore beaucoup plus riche. Oui, mais c'était encore les premiers balbutiements de ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Tout à fait. Quoi qu'il en soit, ce film, London After Midnight, personne de nous deux, et pas plus que vous, chers auditeurs, pourrait le voir en fait, on espère, mais à l'heure actuelle, personne ne pourrait le voir dans son entièreté, parce que le film n'existe plus. Il reste 5 images. 5 images. Profitez-en. C'est disponible sur le web, d'ailleurs, mais on peut quand même s'en faire une opinion, une idée générale, parce que, il faut bien l'avouer, Lon Chaney, c'était l'homme aux 1000 visages qui réussissait à incarner de façon, je le dis, très admirable, oui, définitivement. Ce qu'il incarnait comme personnage. Le fantôme d'opéra, le personnage justement dans London After Midnight. Il en a fait des centaines de personnages, le bossu de Notre-Dame et ainsi de suite. Et ils étaient tous énormément crédibles au niveau de l'acting, mais aussi au niveau du rendu cosmétique. Oui, parce que c'était un maquilleur, c'était un cascadeur, c'était un comédien. Il était vraiment très complet. Là. Oui, effectivement. Je vais faire un peu de surf sur ce que tu viens de dire. C'était effectivement un cascadeur et il en a payé le prix aussi. Oui, surtout avec The Hunchback of Notre Dame. Écoute, c'était des prothèses qui étaient absolument horribles à supporter. Là. Bref, London After Midnight, c'est quand même un film intéressant de connaître, à savoir son existence, parce qu'il aura amené une certaine culture au niveau de l'horreur. Grosse influence au point de vue de la culture populaire. Tout à fait. On avait déjà soulevé à un moment donné aussi le Babadook, qui ressemble beaucoup. Et il y a une série télé, série en streaming, qui est inspirée dans l'optique générale, qui s'appelle Whitechapel. Oui, qui est excellente. Ouais. Qui est inspiré quand même de ce genre d'esthétique-là. Oui, tout à fait. J'ai beaucoup aimé la série, d'ailleurs, en passant. Donc, voici pour notre première capsule aux portes de l'épouvante. Je te remercie, Eric, de ta participation. Écoute, c'est tout mon plaisir. De toute façon, c'est moi qui parle.
Tu le fais tellement Non, bien. je déconne, c'est bon. Vous allez retrouver la capsule mensuellement dans nos émissions réciproques qui sont Hypnagogie, qu'on retrouve le lundi, et dans Réanimation, le mardi, c'est fou également. Oh, ça se suit, c'est bon. Ben oui, effectivement. À la prochaine. Merci. À la prochaine.